Bonjour à tous. Marie-Claude Quillet, je suis la responsable de l'antenne de Bordeaux et nous pouvons vous proposer ce webinaire grâce à notre partenariat avec le cabinet Acteos. Le cabinet Acteos, je vais vous le présenter très rapidement. C'est un groupement de cabinets d'expertise comptable qui est implanté dans l'ouest et le sud-ouest de la France. Je vais vous dire rapidement leur lieu d'implantation: Paris, Rennes, Saint-Brieuc, Rouen, Le Havre et Bordeaux. Donc, ce groupement de cabinets comprend globalement 140 collaborateurs et il s'intéresse à il a plusieurs domaines d'expertise, un domaine d'expertise assez large, notamment sur les questions financières, de gestion patrimoniale, les questions comptables évidemment, ce sont des cabinets d'expertise comptable, le droit des associations, le droit social et le droit fiscal. Voilà, écoutez, merci à tous d'être là. Merci au cabinet comptable pour son partenariat. Et puis, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup Marie-Claude et Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire d'1h30 qui nous mènera à peu près vers 10h30. Webinaire, comme vous le voyez à l'écran, consacré à l'actualité du secteur associatif. Alors, l'actualité du secteur associatif est assez vaste puisque le monde associatif lui-même embrasse beaucoup de secteurs, beaucoup d'activités. Et l'idée de ce webinaire est de faire un panorama des points qui nous ont paru les plus marquants, qui sont liés à l'actualité 2021, mais également de ce début d'année 2022. La vocation de ce webinaire étant n'a pas vocation à faire ce n'est pas une formation en tant que telle, c'est plutôt une information, de sorte à ce que vous puissiez, au travers de ce que nous allons voir pendant cette heure et demie, éventuellement noter les points qui vous intéressent, de sorte que vous puissiez plus tard ou dans un deuxième temps creuser ces points si jamais vous êtes intéressé par telle ou telle information que nous allons vous transmettre au cours de cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Donc, il s'agit bien, j'insiste, d'une information et non pas d'une formation. Évidemment, il serait illusoire de vouloir traiter en 1h30 l'ensemble de l'actualité du secteur associatif pour l'ensemble des domaines dans lesquels vous pouvez les uns et les autres intervenir. Donc, vous voudrez bien nous excuser si nous n'abordons pas tous les points ou si nous ne creusons pas certains aspects de l'actualité. Nous sommes effectivement contraints par un temps d'1h30. Alors, bien entendu, vous aurez la possibilité au cours de l'exposé de poser vos questions. Vous avez un petit module questions-réponses qui est disponible sur Zoom. Vous pourrez donc l'activer et poser des questions. Et je proposerai au cours de ma présentation deux temps d'échange qui me permettront, ces temps d'échange, de répondre dans la mesure du possible à vos questions. Selon évidemment l'importance et le nombre de questions, je ne serai peut-être pas en mesure de répondre à toutes les questions. D'abord, pour cause de temps imparti, 1h30, ça ne sera peut-être pas suffisant. Et puis, peut-être que certaines questions seront des questions très spécifiques ou des cas d'espèce qui nécessitent, ici ou là, de mieux connaître le contexte pour pouvoir y répondre de façon satisfaisante. Donc, en tout état de cause, les réponses que je pourrais être amené à faire seront de portée, bien évidemment, générale. Alors, qu'allons-nous aborder? Je vous propose de découper l'heure et demie que nous allons passer ensemble sur six grandes thématiques. Vous les avez qui s'affichent devant vous. La première partie, qui sera d'ailleurs la plus dense, puisqu'elle concentre à peu près la moitié du support qui vous sera présenté, ce sont un certain nombre de dispositions législatives qui ont été votées au cours de l'été passé et qui intéressent un grand nombre d'associations, quel que soit, d'associations ou d'autres organismes à but non lucratif, quel que soit leur secteur d'activité. Alors voilà, donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet par cette première partie consacrée aux textes législatifs qui ont été votés au cours de l'été dernier. Sans doute que vous connaissez ces lois d'importance pour le secteur associatif, puisque
3 lois ont plus particulièrement retenu notre attention. 3 lois qui vous intéressent, et encore une fois, quel que soit le secteur dans lequel votre organisme, qu'il soit association ou autre organisme avec non lucratif, intervient. 2 lois, vous le voyez, qui ont été votées le 1er juillet 1901 et une loi votée le mois suivant, le 1er juillet 2021, et une 3e loi votée le 24 août 2021. Alors, pourquoi je dis 1901 ? Ma langue a fourché, tout simplement, vous observerez le petit clin d'œil qui est fait à la loi du 1er juillet 1901, puisque 2 lois ont été publiées le 1er juillet 2021, très précisément, 120 ans après le vote du texte fondateur que nous connaissons tous bien aujourd'hui. Alors, 2 lois votées le 1er juillet 2021, l'une en faveur de l'engagement associatif, la seconde, il s'agit d'une proposition de loi qui s'est transformée en loi visant à améliorer la trésorerie des associations, et puis une 3e loi confortant le respect des principes de la République, ce 3e texte comportant un certain nombre de dispositions intéressant le secteur associatif. Alors, je vous propose de les découvrir ensemble. Vous avez très certainement les uns et les autres dû entendre parler d'un certain nombre de mesures que comportent ces lois. Vous avez ici j'ai essayé ici de faire un panorama assez précis et complet des principaux textes qui peuvent vous intéresser. Alors, s'agissant de la première loi, la loi 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif, une loi qui est arrivée au terme de pratiquement 3 ans de navette parlementaire, au terme de son examen par le Parlement pour être promulgué le 1er juillet 2021. Alors, ce texte est relativement court puisqu'il comporte seulement 5 articles et le premier d'entre eux permet ou envisage en tout cas d'atténuer la responsabilité financière des dirigeants associatifs, comme cela vous est écrit, en cas de faute de gestion. Alors, si l'on revient un petit peu en arrière, on avait déjà, on a toujours d'ailleurs, dans le Code civil, un article, précisément l'article 1992 du Code civil, qui précise que la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Donc, ce texte de loi est assez ancien puisque, pour la petite histoire, il remonte au 20 mars 1804. Je ne me trompe pas dans la date, 20 mars 1804. Eh bien, ce texte de loi pouvait laisser penser que la qualité de bénévole d'un dirigeant associatif lui permettait de s'exposer de façon plus modérée à d'éventuelles sanctions à son encontre par rapport à un mandat qui n'était pas gratuit, par exemple, un dirigeant de société qui, à ce titre, perçoit une rémunération. Eh bien, plusieurs associations ont eu à faire valoir devant les juges ce fameux article du Code civil, l'article 1992 du Code civil, mais la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts qui sont maintenant un petit peu anciens, a précisé que cet article 1992 du Code civil ne trouvait pas à s'appliquer lorsqu'il s'agissait notamment de dirigeants associatifs confrontés à la liquidation judiciaire de leur structure, lesquels dirigeants, s'ils avaient commis des fautes de gestion, se trouvaient évidemment dans une situation délicate et trouvaient leur responsabilité engagée. Donc, pour contrer ou atténuer en tout cas les effets de cette jurisprudence de la Cour de cassation, le législateur a jugé utile de compléter et de modifier la loi, et c'est ainsi que cet article 1 que vous avez sous les yeux a modifié l'article 651.2 du Code de commerce qui, dorénavant, précise que le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Donc, on peut penser qu'à l'avenir, les tribunaux s'empareront de ce texte pour faire preuve d'une plus grande mansuétude, sans doute, à l'égard du dirigeant associatif dont le mandat n'est pas rémunéré. Le deuxième article de cette loi en faveur de l'engagement associatif propose l'amélioration de l'accès à l'offre de services Impact Emploi. Alors,
Je rappelle ici que ce dispositif Impact Emploi est un service qui est proposé par le réseau des URSSAF. Vous le savez sans doute qu'en matière associative, l'URSSAF propose, le réseau des URSSAF propose 2 dispositions qui permettent aux associations et aux autres structures à but non lucratif d'alléger dans la mesure du possible la gestion des formalités liées au contrat de travail et au bulletin de paye de leurs salariés. Le premier dispositif que vous n'avez pas ici, qui est le dispositif CEA, chèque emploi associatif, permet au réseau des URSSAF d'émettre pour le compte des associations et autres structures les bulletins de paye de leurs salariés. Ce dispositif chèque emploi associatif est un dispositif gratuit proposé par le réseau des URSSAF qui, au-delà de l'aspect strictement bulletin de paye, permet également de satisfaire un certain nombre d'autres obligations, notamment la déclaration préalable à l'embauche. Voilà, donc ce dispositif qui était jusqu'en 2018 limité à 20 salariés, aujourd'hui est ouvert sans condition d'effectif pour les structures qui y ont recours. Le deuxième service ou le deuxième dispositif qui est proposé par le réseau des URSSAF, c'est celui que vous avez à l'écran, c'est le dispositif Impact Emploi, alors qui, contrairement au dispositif chèque emploi associatif, est payant, puisque le dispositif CEA, on l'a vu, est un dispositif gratuit, et ce dispositif Impact Emploi repose en quelque sorte sur, je dirais, une relation tripartite entre l'URSSAF, un prestataire qui agit pour le compte de l'URSSAF moyennant un logiciel, notamment de paye, entre guillemets, certifié par l'URSSAF, et puis l'association qui bénéficie du dispositif. Donc, ce système permet, comme cela vous est indiqué, la prise en charge globale des formalités de gestion des salariés, moyennant rétribution, et cette prise en charge globale est confiée, comme je le précisais dans le cadre de la relation tripartite, à une association dite tiers de confiance. Alors, quelle a été la modification opérée par la loi du 1er juillet 2021 ? C'est l'augmentation de 9 à 20 salariés du seuil en deçà duquel il est possible de recourir à ce dispositif. Donc, un élargissement du nombre d'associations et d'organismes à but lucratif susceptibles de recourir à ce dispositif, puisque dorénavant, le nombre de salariés est fixé à 20 contre 9 auparavant. Troisième article de cette loi du 1er juillet 2021, qui est un article qui ne vous concernera pas directement, mais je l'ai ici indiqué pour information. C'est un article selon lequel, dorénavant, les fonds qui sont versés dans le cadre des dépôts auprès de la Caisse des dépôts et consignations, devront dorénavant, je pense en particulier à des comptes en déshérence que les notaires peuvent éventuellement transférer à la Caisse des dépôts et consignations, dorénavant, l'origine et l'identité des titulaires de ces comptes déposés à la Caisse des dépôts et consignations doit être révélée, de sorte que l'on puisse connaître plus précisément les fonds des associations ou d'autres structures qui sont ainsi déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations, afin notamment de les réfléchir vers le développement de la vie associative. Quatrième article, toujours sur cette même loi, qui est un article qui vise à inciter la jeunesse et les collégiens et les lycéens plus particulièrement dans le monde associatif, en valorisant le bénévolat et les actions des associations. Le législateur a souhaité que dorénavant, une promotion de l'engagement associatif soit menée dans les collèges et les lycées. Et enfin, dernier article qui corrige une anomalie juridique de sorte à autoriser les ressortissants algériens résidant légalement en France à effectuer un service civil. Voilà, donc nous avons fait le tour de cette première loi qui, vous le voyez, est une loi relativement courte, simplement 5 articles. La mesure phare de cette loi étant, comme nous l'avons vu, l'atténuation de la responsabilité des dirigeants associatifs en cas de faute de gestion. C'est la mesure, me semble-t-il,
il convient surtout de retenir. Nous allons passer à présent à la deuxième loi votée le même jour, 1er juillet 2021, qui vise à améliorer la trésorerie des associations. Partant du principe, eh bien, un certain nombre de structures associatives se trouvaient dans des situations de tension de trésorerie et qu'il convenait, dans la mesure du possible, eh bien, de faciliter la constitution d'une trésorerie minimum pour les associations, de sorte à ce qu'elles puissent faire face à leurs besoins en fonds de roulement, notamment. Alors, première mesure prévue dans ce texte législatif, eh bien, c'est la possibilité pour une association de bénéficier d'une conservation de tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée. Alors, plusieurs circulaires ministériels, du Premier ministre en particulier, ont incité sur la possibilité pour les structures de l'État notamment de permettre aux associations de conserver, pour reprendre les termes des instructions ministérielles successives, un excédent raisonnable. Ce dispositif-là, eh bien, dorénavant est inscrit dans la loi, puisque eh bien, désormais la convention d'attribution de la subvention doit définir, comme auparavant, l'objet de la subvention, le montant de la subvention, les modalités de versement, mais dorénavant, et ça c'est nouveau, les conditions dans lesquelles eh bien, la structure bénéficiaire de la subvention peut conserver tout ou partie de la subvention n'ayant pas été intégralement consommée. Donc, si vous êtes concerné par ce dispositif, eh bien, je vous invite à bien vérifier dans la convention d'attribution des subventions que votre partenaire, votre subventionneur, votre financeur a bien intégré cette mesure, de sorte à pouvoir, le cas échéant, si vous en avez besoin, vous en prévaloir afin de consolider votre trésorerie. Ça, c'est la première mesure de cette loi. La seconde mesure concerne également les subventions et a pour objet de réduire dans la mesure du possible le délai de paiement des subventions qui sont accordées aux associations, puisque la règle générale dorénavant est un délai qui est fixé à 60 jours à compter de la date de notification de la décision portant attribution de la subvention. À partir du moment où vous avez une décision qui vous parvient de la part de votre financeur et qui vous informe eh bien, de l'attribution de la subvention, le financeur a un délai maximum de 60 jours pour procéder à son versement. Ça, c'est le principe. Le principe est assorti d'un certain nombre d'exceptions. Les exceptions doivent être mentionnées dans la convention attributive. En particulier, comme exception, on en a notamment deux. On a une première exception qui concerne des dates échelonnées de versement, ce qui est assez classique. Très souvent, eh bien, le financeur vous verse un acompte, puis un deuxième acompte éventuellement, et très souvent le solde lorsque vous communiquez eh bien, le compte-rendu financier de l'action et de la subvention qui va avec. Donc ça, c'est la première exception. Et puis la seconde exception, dans laquelle le financeur peut éventuellement astreindre un versement à la réalisation d'une ou plusieurs conditions suspensives. Enfin, retenez dorénavant ce fameux délai de 60 jours. Autre mesure permettant eh bien, d'améliorer la trésorerie des associations est une mesure qui constitue eh bien, une dérogation au monopole bancaire, puisque je vous rappelle que l'article 511.5 du Code monétaire et financier consacre, dans la mesure du possible, dans la grande majorité des cas, un monopole bancaire pour les établissements de crédit. Et la loi prévoit à ce monopole bancaire un certain nombre d'exceptions. Eh bien, la loi du 1er juillet 2021 a rajouté une exception, puisque dorénavant, les associations membres d'un même réseau peuvent, entre elles, s'accorder des prêts alors, à plusieurs conditions. D'abord, il doit s'agir soit de structures reconnues d'utilité publique, comme cela vous est écrit, première condition, soit association ou fondation en communauté publique. Deuxième condition,
Il tient également à la qualité de l'association. Il faut qu'elle soit dite d'intérêt général, c'est-à-dire qu'elles aient au moins 3 ans d'existence et qu'elles répondent à un certain nombre de conditions liées au secteur dans lequel elles interviennent, ces secteurs étant posés par référence au Code général des impôts. Troisième condition, il doit s'agir de prêts à moins de 2 ans. Quatrième condition, des prêts à taux zéro. Et enfin, cinquième condition, aux membres de l'union ou de la fédération d'associations constituées elles-mêmes sous forme d'associations dont elles sont membres. Voilà, donc ce dispositif permettra, notamment dans les structures têtes de réseau avec leur association affiliée, eh bien de faciliter dans la mesure du possible une forme de fluidité de trésorerie, ce qui permettra aux structures les plus fragiles eh bien d'être épaulées par soit la tête de réseau, soit d'autres structures qui disposent d'excédents de trésorerie. Autre dispositif prévu par ce texte, qui est un dispositif qui concernera peut-être un moins grand nombre d'entre vous, c'est la possibilité, lorsque vous avez une association, lorsque vous bénéficiez dans votre association d'un agrément et que vous souhaitez vous transformer en fondation reconnue d'utilité publique, eh bien, c'est la possibilité d'interroger préalablement l'administration concernée afin de savoir si cet agrément sera transféré auprès de la fondation reconnue d'utilité publique. Je ne détaillerai pas volontairement les autres mesures prévues par cette loi du 1er juillet 2021, je vais simplement les citer ici. L'article 4 qui vous est indiqué ici, nous l'avons abordé puisqu'il s'agit exactement du même article que la loi visant à encourager l'engagement associatif concernant l'identification des comptes bancaires en déshérence. Le deuxième alinéa plutôt de cette diapositive, c'est-à-dire les articles 5 et 6 de la loi, concerne la dévolution du solde de campagne lorsque le candidat a eu recours à une association de financement électoral ou un mandataire personne physique. Autre mesure qui est attendue l'été prochain concerne le rapport du gouvernement sur l'état des lieux de la fiscalité liée aux dons. En particulier, le gouvernement devra à ce titre se pencher sur les conséquences des mesures fiscales des 5 dernières années sur le montant des dons. Peut-être faudra-t-il attendre de ce rapport, je n'en sais rien, mais une évolution ou un amendement ou des corrections concernant la fiscalité attachée aux dons. Je passe sur les 2 autres mesures qui sont des mesures de cohérence juridique et plus particulièrement, s'agissant des associations qui font appel à générosité publique, eh bien, le contrôle de la publication sincère de leurs comptes par les commissaires aux comptes. Nous en avons terminé sur ces 2 premières lois du 1er juillet 2021. Le troisième texte est un texte qui a été assez médiatisé, qui est la loi confortant le respect des principes de la République, dont je vous rappelle que l'origine de cette loi fait suite à la tragique disparition de l'enseignant Samuel Paty en octobre 2020. Le gouvernement a souhaité réagir de façon assez ferme, au moins sur le plan juridique, et il en a découlé l'apparition de cette loi, la loi 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République. Contrairement aux 2 lois précédentes que nous venons de voir, qui sont des lois spécifiquement dédiées au secteur associatif et relativement courtes, ce texte-là ne concerne pas que les structures à but non lucratif. La loi comporte un certain nombre de dispositions, dont certaines vous intéressent. Alors, que prévoit cette loi? Eh bien, beaucoup de choses, à commencer par le fameux contrat d'engagement républicain, dont vous avez peut-être entendu parler, contrat d'engagement républicain qui va être, je dirais, souscrit, contractualisé dans 2 cas de figure. D'abord, lorsque vous sollicitez auprès d'une autorité administrative une subvention, et le deuxième cas, que nous allons voir dans un instant, dans le cas où est le cas pour lequel vous souhaitez bénéficier d'un agrément. Alors, obligation de souscrire un contrat d'engagement républicain pour les associations et fondations subventionnées. Alors, je précise, on parle ici de contrat d'engagement républicain sur un plan strictement juridique. Ça ressemble à tout sauf un contrat. Ce n'est pas juridiquement un contrat, puisque un contrat suppose
eh bien, une discussion entre les parties et la mise en place effectivement d'un écrit qui témoigne de la volonté des parties. Là, le contrat d'engagement républicain, il est plutôt unilatéral. Donc, le législateur a souhaité recourir à ce vocable, mais sachez que sur un plan strictement juridique, ce n'est pas un contrat. Alors, ce contrat d'engagement républicain, eh bien, est un contrat par lequel une association ou une structure à but non lucratif qui souhaite solliciter une subvention devra s'engager à respecter, et en particulier respecter les principes de la République, notamment les principes de liberté, d'égalité, de fraternité. La structure devra s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public et, en tout état de cause, la structure ne devra pas remettre en cause le caractère laïque de la République. Alors, toutes les structures sont concernées, sauf celles qui sont reconnues d'utilité publique, puisque la loi précise que cette obligation de souscription d'un contrat d'engagement républicain est réputée satisfaite à la fois par les associations et fondations reconnues d'utilité publique, mais également par les associations agréées. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, si les associations eh bien, ne respectent pas ce contrat d'engagement républicain, eh bien, elles s'exposent tout d'abord à, au départ, un refus d'octroi de la subvention. Si vous ne signez pas ce contrat, en théorie, là, le financeur ne pourra pas vous verser la subvention. Ça, c'est avant la signature. Et puis, si au cours de la réalisation de l'action pour laquelle vous avez été subventionné, vous ne respectez plus ce contrat d'engagement républicain, eh bien, l'autorité publique pourra vous retirer la subvention, évidemment sur décision motivée, et ce retrait de la subvention pourra s'accompagner dans les 6 mois de la décision de retrait par une restitution et un remboursement de la subvention. La loi précise par ailleurs qu'une autorité administrative qui retire une subvention sera tenue d'informer, le cas échéant, les autres autorités administratives qui vous auraient par ailleurs subventionné. Alors, il vous est précisé ici sur la diapositive qui apparaît sous votre écran, sous vos yeux, pardon, à votre écran, bien que les associations concernées, lorsqu'elles souscrivent ou elles demandent à bénéficier d'une subvention, doivent respecter un certain nombre de conditions. Alors, il y a 3 conditions qui existaient auparavant. D'abord, c'est le fait de répondre à un objet d'intérêt général, c'est de présenter un mode de fonctionnement démocratique et, troisième condition qui existait, de respecter des règles de nature à garantir la transparence financière. Cette loi du 24 août 2021 rajoute une 4e condition au contrat, qui est celle du contrat d'engagement républicain. Alors, pourquoi le législateur a-t-il souhaité mettre en œuvre ce dispositif contrat d'engagement républicain? Tout simplement parce que le législateur s'est aperçu qu'il n'existait pas dans les textes français de dispositions qui permettaient à une autorité administrative versant une subvention de pouvoir récupérer cette subvention. Et le contrat d'engagement républicain est dorénavant un moyen légal qui permet à une autorité administrative de pouvoir procéder, le cas échéant, au retrait de la subvention. Ce contrat d'engagement républicain, il a été voté au mois d'août dernier, mais il n'était pas opérationnel tant que le décret d'application n'était pas paru. Alors, c'est chose faite depuis un petit peu plus de 2 mois maintenant, puisque le 31 décembre 2021, un décret relatif au contrat d'engagement républicain a permis de préciser les contours de cet engagement républicain, et en particulier, il comporte 7 engagements que vous avez sous les yeux. On va les parcourir ensemble. Donc, 7 engagements qui sont 1. Le respect des lois de la République, 2. La liberté de conscience, 3. La liberté des membres de l'association, 4. L'égalité et la non-discrimination, 5. La fraternité et la prévention de la violence, 6. Le respect
de la dignité de la personne humaine. Et 7e engagement, le respect des symboles de la République. Dès l'instant que vous avez souscrit à ce contrat d'engagement républicain, eh bien, vous êtes tenu d'en informer vos membres, et cela nous précise le texte par tout moyen, que ce soit la mise en ligne sur le site Internet ou l'affichage dans les locaux. Donc, l'information, c'est une chose, l'obligation de le respecter en est une autre, puisqu'en effet, à la fois la loi comme le décret, eh bien, impose à l'association une obligation de respecter et de faire respecter à la fois, de faire respecter ce contrat, à la fois par ses salariés, par ses bénévoles et par ses dirigeants. Alors, sur un plan pratique, me direz-vous, comment fait-on pour souscrire ce contrat d'engagement républicain? Eh bien, peut-être avez-vous dans vos structures déjà complété un formulaire CERFA qui s'intitule « Demande de subvention », qui est un formulaire qui est officiel. Alors, je peux vous en donner les références. Hein, si vous tapez sur Google CERFA 12 156 étoile 06, hein, 12 156 étoile 06, c'est l'imprimé de demande de subvention. Eh bien, si vous vous reportez au paragraphe 7 à la page 8 de cet imprimé, eh bien, vous verrez qu'il y a un alinéa par lequel la structure s'engage précisément à respecter les dispositions de ce contrat d'engagement républicain. Voilà pour ce dispositif, dont c'est un dispositif assez nouveau. On verra effectivement quelle sera l'étendue et l'application concrète de ce dispositif, notamment par rapport à, je dirais, un certain nombre de flous juridiques qui peuvent encore ici ou là encadrer ce contrat, ce qui est normal. Hein, Paris, ce n'est pas fait en un jour, et le temps que tout cela se mette en œuvre, eh bien, les mois qui suivront et les années qui viennent nous permettront de voir comment ces associations s'approprient, communiquent et respectent ces nouvelles dispositions. Voilà pour ce qui est du contrat d'engagement républicain, dont je rappelle qu'il s'applique à la fois pour et à l'occasion de demandes de subventions, mais également à l'occasion d'un agrément. Lorsque vous sollicitez un agrément, vous êtes tenu également de souscrire ce contrat d'engagement républicain. D'autres dispositions de la loi du 24 août 2021 intéressent les fonds de dotation, en particulier les obligations qui encadrent le fonctionnement des fonds de dotation ont été renforcés. Plus particulièrement, ces dispositifs que vous avez sous vos yeux relevés d'un décret, ils ont dorénavant été inscrits dans la loi au travers de l'article 17. Et vous lirez sur le deuxième paragraphe de cette diapositive, eh bien que, en cas de dysfonctionnement qui affecte la réalisation de l'objet du fonds de dotation, ou tout simplement l'absence de mission d'intérêt général développée et menée par les fonds de dotation, eh bien le préfet pourra dorénavant suspendre l'activité du fonds pendant une durée qui ne peut excéder 6 mois, éventuellement renouvelable, et au-delà de cette durée de 6 mois renouvelable, saisir le cas échéant l'autorité judiciaire. Alors, ce fameux état séparé des avantages et des ressources concerne, on vient de le voir, les fonds de dotation, mais pas uniquement les fonds de dotation. Les structures qui sont concernées par cette nouvelle obligation comptable figurent dans le diaporama qui est sous vos yeux. Il va concerner les structures suivantes. Tout d'abord, l'ensemble des associations qui bénéficient de dons ouvrent droit à un avantage fiscal au profit du donateur. Autrement dit, la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des structures associatives qui font appel à la générosité du public. Donc là, le champ d'application, vous voyez, est extrêmement large. Ensuite, les associations cultuelles et leurs unions qui relèvent de la loi du 9 décembre 1905, pour lequel on vous précise ici que les avantages et les ressources dépassent 50 000 €, ou dont, le cas échéant, s'il y a des avantages en nature, dont la valorisation de ces avantages dépasse également 50 000 €. Sont également concernées les structures qui organisent l'exercice d'un culte, mais qui relèvent non pas de la loi du 9 décembre 1905,
mais du 2 janvier 1907, lorsqu'on a des structures qui sont, si je puis dire, mixtes, c'est-à-dire qui organisent l'exercice d'un culte, mais développent par ailleurs d'autres activités. Ces structures-là sont également concernées. Et puis, nous l'avons vu dans la diapositive précédente, les fonds de dotation sont évidemment astreints à respecter cette nouvelle obligation de comptable. Alors, évidemment, cette obligation comptable ne sera obligatoire que si votre entité perçoit des fonds en provenance de l'étranger. Alors, quels sont les contributeurs concernés? Ce sont des fonds en provenance, comme cela vous est indiqué ici, d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, un dispositif juridique qui est comparable à une fiducie, et puis de toute autre personne physique qui ne réside pas en France, sera évidemment, des fonds provenant de ces personnes-là seront évidemment concernés. Pour le moment, la mesure n'est pas entrée en vigueur puisque la loi renvoie à la parution d'un règlement de l'autorité des normes comptables qui permettra de préciser les modalités d'application de cet état, et ce règlement devra en tout état de cause être homologué avant la fin de l'année en cours pour entrer en vigueur. Nous restons dans le giron de la loi du 24 août 2021, toujours, cette fameuse loi, comme je le précisais, qui est assez fournie. Alors, là, pour le coup, la loi prévoit un renforcement, alors on est plutôt là sur le terrain, cette fois-ci fiscal, de la loi, puisque la loi prévoit en matière de structures qui font appel à la générosité du public 3 dispositifs fiscaux nouveaux, 2 dispositifs déclaratifs nouveaux et un dispositif de contrôle fiscal nouveau. Alors, on va commencer par le contrôle fiscal des organismes sans but lucratif. S'agissant du contrôle fiscal des organismes sans but lucratif, vous vous souvenez sans doute qu'il existe, ou vous l'apprenez ce matin, mais en tout cas, il existe depuis 2018 un contrôle fiscal spécifique pour les structures qui font appel à la générosité du public, qui était un contrôle qui visait pour l'administration à s'assurer que les montants qui figuraient sur les reçus fiscaux délivrés aux contribuables, leur permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt, correspondaient bien, ces montants-là, aux montants effectivement encaissés par la structure bénéficiaire, puisque l'administration s'est aperçue qu'il y avait quelques reçus fiscaux de complaisance qui ne correspondaient à aucun flux financier. Et donc, le législateur avait cru bon en 2018 d'instaurer ce contrôle fiscal qui était un contrôle qui est toujours en vigueur d'ailleurs, qui est un contrôle fiscal formel par lequel le vérificateur s'assurera que les montants que vous portez sur vos reçus fiscaux correspondent bien à des montants que votre organisation ou votre organisme a encaissés. À compter du 1er janvier 2022, et ça c'est l'apport de la loi du 24 août 2021, donc depuis quelques semaines maintenant, le législateur a créé un nouveau dispositif de contrôle fiscal concernant spécifiquement les associations. Le nouveau dispositif vise pour l'administration à s'assurer que l'association ou l'entité qui émet les reçus fiscaux a la capacité d'émettre ces reçus fiscaux. Autant le premier contrôle qui existe depuis 2018 est un contrôle formel, je vérifie que les montants sur mes reçus correspondent à ceux que j'ai encaissés, autant ce nouveau dispositif de contrôle fiscal est un contrôle de fond, puisque l'administration fiscale cherchera à s'assurer que votre association respecte les conditions fiscales, notamment et principalement celles d'intérêt général, qui vous permet de délivrer des reçus fiscaux, ce qui autorise vos donateurs à bénéficier d'un régime fiscal de faveur. Donc, à un contrôle de forme qui existe depuis 2018, on a créé, depuis le 1er janvier 2022, un contrôle de fond. Donc ça, c'est la nouveauté en matière de vérification fiscale. Deuxième nouveauté fiscale introduite par cette loi du 24 août 2021, ce sont des obligations déclaratives, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 nouvelles obligations déclaratives. Tout d'abord, une première obligation déclarative, c'est l'obligation
pour les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs, eh bien, de déclarer chaque année à l'administration fiscale à la fois le montant des dons mentionnés sur les reçus fiscaux que vous avez délivrés, perçus au cours de l'année civile précédente, et le nombre de reçus délivrés au cours de la période. Donc, vous observerez que l'identité des donateurs n'est pas à communiquer à l'administration fiscale. En effet, pourquoi le législateur a-t-il jugé utile de créer cette nouvelle obligation déclarative? Tout simplement, cela fait suite à un rapport sur la Cour des comptes de 2018 qui mettait en avant le fait que les associations ou les avantages fiscaux accordés aux structures d'intérêt général n'étaient pas suffisamment connus de l'administration fiscale. Alors, je rappelle que depuis quelques années déjà, les entreprises mécènes qui accordent des dons ont une obligation de déclarer à l'administration fiscale le montant des dons et l'identité des bénéficiaires des dons dès l'instant que le montant global des dons accordés par une entreprise dépasse 10 000 €. À cette obligation du côté du mécène, vous le voyez, apparaît une obligation du côté des bénéficiaires, c'est-à-dire de vos associations, et cette obligation démarre dès le premier euro de dons encaissés. Il n'y a pas de seuil de montant minimum. Alors, sur cette déclaration, vous l'avez ici. Cette déclaration doit être souscrite, vous pouvez être concerné par cette nouvelle obligation déclarative, doit être déposée, souscrite dans les 3 mois de la clôture de votre exercice. Et pour celles et ceux d'entre vous qui clôturez votre exercice comptable à l'année civile, vous avez jusqu'au 2e jour ouvré qui suit le 1er mai. Pour faire plus clair, pour 2022, ce sera jusqu'au 3 mai 2022, en théorie, pour les dons reçus en 2021. Alors, je dis en théorie, pourquoi? Parce que le gouvernement s'est engagé, je dirais, à même confirmer que pour les dons que vous avez encaissés en 2021, puisque l'obligation démarre pour les dons encaissés à compter du 1er janvier 2021, vous aurez cette année exceptionnellement jusqu'au 31 décembre 2022 pour satisfaire à cette nouvelle obligation déclarative. Alors, vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais concrètement, comment fait-on? Par quels moyens déclare-t-on à l'administration fiscale les dons que nous avons reçus? Il y a 3 canaux de déclaration, 3 modalités déclaratives qui dépendent de la situation de vos associations. Alors, le premier canal concerne les associations qui sont entièrement fiscalisées, c'est-à-dire qui, au même titre que les sociétés, déposent ce que l'on appelle une liasse fiscale. Ce sera au travers de cette liasse fiscale. Alors, pour les passionnés de la comptabilité et de la fiscalité, c'est la déclaration dite 2065 et ses annexes. C'est au travers de cette déclaration fiscale que vous mentionnerez à la fois le nombre de reçus fiscaux délivrés et le montant global des dons que vous aurez perçus. Le deuxième canal de distribution concerne les associations qui ne sont pas fiscalisées aux impôts de droit commun, mais qui pour autant perçoivent des revenus patrimoniaux et doivent à ce titre-là déposer une déclaration fiscale au titre des revenus patrimoniaux dans le cadre d'une association non lucrative. Ces structures-là, vous êtes peut-être concernés, déposent une déclaration dite 2070, et si vous vous procurez le tracé de cette déclaration qui doit être déposée dans les prochaines semaines, vous verrez que dans la première page, vous aurez un encadré avec le montant des dons à communiquer, le nombre de reçus à communiquer. Donc ça, c'est le deuxième canal de distribution. Et puis, si vous êtes une association non concernée ni par la fiscalité dans son ensemble, ni par la perception de revenus patrimoniaux, ce qui sera, je pense, le cas de la plupart des associations, vous irez sur le site internet Mes démarches simplifiées, et c'est sur ce site internet que vous assurerez la déclaration de ces dons et du nombre de reçus fiscaux et du montant global des dons qui sont mentionnés. Voilà, donc j'ai passé un petit peu de temps parce que pour le coup, cette disposition va concerner beaucoup d'entre vous, je pense, si vous délivrez des reçus fiscaux. La deuxième obligation déclarative concernant introduite par cette loi du 24 août 2021, c'est l'obligation dorénavant
d'émettre des reçus fiscaux à l'égard des entreprises mécènes qui peuvent vous soutenir dans vos activités, puisque la délivrance des reçus fiscaux était obligatoire lorsqu'il s'agissait de particuliers. Elle ne l'était pas s'agissant des entreprises, même si l'intérêt des entreprises était d'en bénéficier et d'en avoir un. La pratique consacrait l'émission de ces reçus fiscaux. Bien, dorénavant, la loi impose que ces reçus fiscaux soient communiqués auprès des entreprises mécènes. Voilà. Donc, j'ai passé un petit peu de temps, mais cela me paraissait important de faire un panorama assez complet de ces dispositions fiscales. Donc, je résume en matière de fiscalité, quoi de nouveau? Un contrôle fiscal nouveau qui est un contrôle sur le fond et sur la recevabilité de la structure à émettre des reçus fiscaux. Et puis, 2 obligations déclaratives nouvelles. Première obligation déclarative, c'est communiquer le montant et le nombre de reçus fiscaux que vous avez émis au cours de l'année civile précédente. Et deuxième obligation déclarative nouvelle, communiquer auprès des entreprises mécènes le fameux reçu fiscal. Nous en avons quasiment terminé sur cette première partie. Je vous rassure, hein, le temps passe, mais c'était vraiment l'essentiel du webinaire. 2-3 mots concernant une disposition qui va sans doute vous concerner. Eh bien, lorsque vous percevez un certain montant de subventions ou de dons qui ouvrent droit à un avantage fiscal, eh bien, vous avez dorénavant, vous avez l'obligation, au-delà de 153 000 € de dons ou de subventions perçues, d'assurer la publicité des comptes de votre association sur le site internet association.gouv. Eh bien, jusqu'à présent, il n'y avait pas véritablement de sanctions pour non-respect de cette disposition. Vous observerez ici que la sanction a été introduite par cette loi du 24 août 2021, puisque dorénavant, eh bien, l'amende, vous encourez une amende de 9 000 € pour non-publicité de vos comptes annuels. Alors, quand je dis vous encourez, ce n'est pas l'association qui encourt, c'est bien le dirigeant de l'association lui-même qui encourt. La présidente ou le président encourt personnellement cette amende de 9 000 € en cas de non-publicité des comptes annuels. Voilà, vous avez ici les autres mesures de la loi. Je ne vais pas les commenter, le temps passant. La deuxième partie va aller très vite. Je souhaiterais juste, sur ces autres actualités législatives, attirer votre attention sur une disposition votée le 22 janvier dernier, donc le 22 janvier 2022, qui vous permet simplement de réunir vos organes à la fois de gouvernance et vos assemblées générales selon les régimes dérogatoires que vous avez connus depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire soit par visioconférence ou conférence téléphonique, soit moyennant le recours à la consultation écrite, quand bien même vos statuts soit ne le précisent pas, soit s'y opposent. C'est une continuité du régime dérogatoire de réunion des instances que nous connaissons depuis 2 ans maintenant. Eh bien, vous avez la possibilité encore cette année pour approuver vos comptes ou réunir au conseil d'administration qui arrêteront vos comptes 2021, de vous réunir jusqu'au 31 juillet 2022 selon un régime dérogatoire. Voilà pour ces 2 premières parties. Alors, je reçois beaucoup, effectivement, de questions. Alors, là, je suis désolé parce que j'ai reçu sur la première partie un certain nombre de questions, mais comme la communication a coupé, j'ai perdu les questions. Alors, je peux les rappeler, Sébastien. La première question concerne le dispositif Impact Emploi. Oui. Permet-elle de se dispenser d'un cabinet comptable pour la gestion des salariés feuilles de paie? Oui, puisqu'en réalité, le dispositif Impact Emploi repose sur un partenaire de confiance désigné par l'URSSAF. D'accord. De cyber-écrivain public, bonjour. Qu'en est-il des subventions accordées avant la loi favorisant la trésorerie? Sur les subventions accordées? Oui. Alors, je ne sais pas quelle est l'intention de l'auteur de la question. Qu'en est-il de ces subventions? Eh bien, ah oui, je crois comprendre la question, oui. Sur le délai en particulier de versement des subventions. Des subventions, oui, c'est ça. Probablement, sur le délai de 60 jours. De 60 jours. Non, cela prendra effet dès l'instant que ce délai-là est contractualisé dans la convention d'attribution de la subvention.
D'accord. Et dans le même genre, justement, est-ce que ça s'applique également de la part de Audrey Crépin au pouvoir public? Le paiement des subventions, s'applique-t-il au pouvoir public, le délai de 60 jours? Ah ben, il est opposable dès l'instant qu'il est contractualisé dans la convention attributive de subvention. Les pouvoirs publics sont normalement tenus, effectivement, de ce délai de 60 jours, sous réserve que les cas dérogatoires limitent la portée de ces 60 jours, sous forme de, comme je le disais, de versements échelonnés ou de conditions suspensives qui éventuellement peuvent différer la perception de la subvention. D'accord. Toujours sur cette logique de subvention, lorsque la loi parle de subvention, je suppose qu'il ne s'agit que de subventions payées par un organisme étatique français et non européen, entre parenthèses. Alors, c'est un vaste sujet sur la qualification d'une subvention, effectivement, puisque dorénavant, la législation et la réglementation comptable distinguent les subventions des concours publics et des contributions financières. Les consultations juridiques que nous avons eu à faire, s'agissant notamment de la qualification juridique des fonds versés par l'Union européenne, tend à penser que ces sommes-là sont constitutives au sens juridique du droit français de subvention. Voilà. Pour autant, la question n'est pas dénuée d'intérêt, puisque un certain nombre de dispositions concernant les subventions, je pense en particulier au seuil de désignation d'un commissaire aux comptes ou l'établissement de comptes annuels, ne concernent pas les subventions versées par les instances européennes. Effectivement. D'accord. Et je crois qu'il y avait, si c'est la même personne, Martin Dubois, avait dit idem pour l'engagement républicain, point d'interrogation, parce qu'ils sont une association loi 1901, mais financée par l'UE et donateurs internationaux, pas de subvention publique française. Voilà. OK. Le délai de paiement de max de 60 jours s'applique-t-il, alors je crois que ça a déjà été répondu, à tous les partenaires financiers des associations privées, type fondation et public? Alors, non. Le texte ne vise que les subventions. Juridiquement, une subvention est nécessairement versée par un financeur d'origine publique, d'un point de vue strictement juridique. Vous évoquez dans votre question le cas d'une fondation, par exemple, qui est une organisation de droit privé. Les fonds qui sont perçus d'une fondation, ou à contrario versés par la fondation, selon on se situe comme financeur ou bénéficiaire, ne sont pas qualifiés juridiquement des subventions. Même si le langage courant parle de subvention, d'un point de vue juridique et comptable, ces sommes sont qualifiées de contributions financières. Donc la réglementation que l'on a vue ce matin sur les subventions ne s'applique pas en particulier à des fonds qui sont versés par des fondations. OK. Alors, ça c'est bon. En quoi la signature de ce contrat, dont vous parliez tout à l'heure, ajoute des obligations aux acteurs associatifs au-delà du cadre légal général? Eh bien, on a des obligations liées, comme je le disais, à l'information. Il y a évidemment le respect sur toutes ces conditions qui sont des conditions de fond. Donc, il appartiendra à chacun de se les approprier et de les respecter, ce qui ne devrait pas poser de problème dans une très, très large majorité des associations, bien évidemment. Après, il y a quelques obligations de forme. C'est le fait de porter connaissance auprès des bénévoles, des responsables de l'association, de ses salariés, de ses usagers, la signature de ce contrat d'engagement républicain et le fait qu'ils doivent les respecter. Donc, il y a quand même une obligation d'information qui doit être mise en œuvre dans les associations et puis une obligation de les faire respecter, sachant que les associations sportives, j'en ai pas parlé ce matin, mais ont des obligations complémentaires. Elles sont un peu renforcées pour les associations sportives, mais c'est surtout le fait de respecter ce contrat d'engagement républicain, ce qui, je le répète, ne devrait pas poser de problème dans une très, très, très grande majorité de ceux. OK, merci Sébastien. Comment fait-on pour souscrire à ce contrat? Est-ce qu'un document avec en tête de l'association ou un document officiel à compléter? Alors, soit l'engagement figure dans la convention attributive de subvention qui est proposée par le financeur public, soit lorsque vous faites une demande de subvention par le CERFA dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien le CERFA a été adapté en janvier, là, il y a quelques semaines, et comporte un alinéa par lequel
l'association s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain. OK. On parlait de l'étranger tout à l'heure. Est-ce que Oui. les subventions provenant de l'UE, l'Union européenne, sont considérées comme étrangers ou pas? Bonne question là-dessus. Alors, je n'ai pas de précision là-dessus. Je crois qu'il faut attendre des précisions, puisqu'effectivement, la loi parle effectivement d'un État étranger. Bon, un État étranger, a priori, c'est tout ce qui ne concerne pas la France. J'enfonce une porte ouverte, certes. Donc, dans la rédaction de la loi, on peut penser effectivement que des fonds provenant d'un autre État de l'Union européenne seraient concernés par cet État, par ce nouveau dispositif d'État séparé des avantages et des ressources provenant d'étrangers. Voilà, donc on attend des précisions là-dessus. D'accord. Voilà. Il y avait une question sur que signifie concrètement en termes comptables, ouvrez les guillemets, État séparé des avantages et ressources. Alors, ce sera un État qui, normalement, devra être intégré dans l'annexe des comptes annuels et qui devra détailler, en fonction probablement du contributeur étranger, le montant des fonds perçus à ce titre. Okay. Voilà, mais en tout cas, ça devrait prendre la forme d'un tableau complémentaire ou d'une mention complémentaire dans l'annexe des comptes annuels. L'ANC, comme je l'ai précisé, n'a pas encore publié ce document, donc je ne peux pas vous en dire plus. L'autorité non comptable a jusqu'à la fin de l'année pour le publier, mais cela prendra très vraisemblablement la forme de mention complémentaire dans l'annexe aux comptes annuels. D'accord. Sur votre réponse, d'ailleurs, c'était est-ce que ça concerne également les dons en nature? Alors, c'était lié à la question d'avant. Alors, désolé, parce que comme effectivement, attendez, j'essaie d'y revenir. C'était la question, oui, sur État séparé des avantages. Bon, si on n'a pas, pour ne pas vous bloquer, j'ai une autre question qui est État des avantages et ressources de l'étranger. Cela concerne des soutiens financiers uniquement, dont mécénat, ou bien cela inclut les produits de vente éventuelle, vente de biens ou services? Là-dessus, oui, vente de biens à un contribuable, enfin, je dirais à un non-résident français. Le texte parle de ressources, ne parle pas de dons, il parle de ressources. Donc, la notion de ressources est assez vaste. Donc, j'aurais tendance à dire que ça concerne tout type de ressources. A priori, et ça ne se limiterait pas aux dons. D'accord. À confirmer tout cela, on attend des précisions, bien évidemment. Il y aura des circulaires, des précisions de l'ANC. Tout cela se met en place de façon très progressive, bien évidemment. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est sous réserve de la parution de textes d'application ultérieurs. OK. De Hugues, quid des reçus fiscaux? On va en faire une dernière, si vous voulez bien, parce que comme je vois qu'il Oui. est déjà 10h10 pour avancer. Oui, parce que c'est vrai que les questions, elles arrivent les unes derrière les autres. J'en ai encore un certain nombre. Allez, une petite dernière. Quid des reçus fiscaux émis en renonciation des frais de déplacement qui ne donnent pas lieu à versement de fonds réels? Et donc, quelle est la question? La quid des reçus fiscaux? Oui, elle est formulée comme ça. C'était il y a pas très longtemps, donc, mais c'était sur la fin de… Alors, je pense que la personne qui a posé la question fait état de la possibilité pour les bénévoles d'abandonner au profit de la structure d'intérêt général les frais qu'ils engagent pour le compte de l'association, des frais de déplacement, par exemple. Et à ce moment-là, l'association, sous réserve de l'engagement de renonciation express, délivre effectivement un reçu fiscal, ce qui évite à l'association de sortir la trésorerie, mais permet malgré tout aux bénévoles de bénéficier d'un avantage sous forme de réduction d'impôts. Je pense que la personne fait allusion à ce cas de figure. Eh bien, dès l'instant qu'il y a une délivrance de dons, quand bien même il n'y a pas eu de montant encaissé par l'association, je pense qu'il faut effectivement mentionner ces dons, enfin ces reçus qui sont émis à ce titre-là. OK. Je vous laisse à ce moment-là reprendre le cours de votre présentation et puis on verra si on a un petit peu de temps peut-être à la fin pour répondre. Il reste une quinzaine de questions. Voilà. Donc, on va poursuivre si on ne veut pas trop déborder sur l'horaire pour ne pas empiéter sur le reste de votre matinée.
Alors, panorama de jurisprudence, deux arrêts ont retenu ici mon attention, pardon, excusez mon attention. Nous évoquions longuement tout à l'heure des subventions. Donc, retenez que nous avons ici un arrêt du Conseil d'État qui remonte au 27 mai dernier. Et cet arrêt du Conseil d'État précise en substance qu'une autorité administrative qui a accordé à une association une subvention ne peut pas se prévaloir de dispositions complémentaires, de dispositions complémentaires qui auraient été énoncées postérieurement à la date de signature de la convention de subventionnement et donc qui n'était pas prévue au départ pour justifier le retrait de la subvention. Alors, pour illustrer ce cas-là, cet arrêt du Conseil d'État que vous pouvez retrouver sur Internet sans aucune difficulté, nous avions le cas d'un chef de clinique qui souhaitait accentuer une formation ou faire une formation sur la recherche translationnelle en cancérologie et avait sollicité pour pouvoir procéder à son projet de recherche dans le cadre d'un doctorat. Il avait sollicité notamment l'INSERM, mais pas que, enfin un certain nombre d'organismes publics, l'INSERM, pour bénéficier d'un financement qui était consacré à son étude de préparation au doctorat. Et donc, dans ce cadre, l'INSERM avait accordé une subvention d'à peu près 69 000 € à ce praticien hospitalier. Et le praticien hospitalier a fait savoir parallèlement qu'il bénéficiait d'une autre source de financement, une bourse qui lui permettait également de financer son projet de recherche. Et quelque temps après l'attribution de cette subvention, l'INSERM avait dit, dès l'instant que vous avez une autre source de financement, moi je vous retire ma subvention parce que nous ne pouvons pas cumuler, dans le cadre de nos aides, notre subvention à une autre source de financement. Elle est exclusive, notre subvention, à toute autre source de financement. Mais l'INSERM n'avait pas consigné cette décision ni dans sa politique générale d'attribution de subventions, ni dans la convention conclue avec ce praticien. Et ce praticien a dit, écoutez, j'estime que votre retrait de subvention est illégal dès l'instant que ce n'est pas le fait que vous ne m'ayez pas informé qu'une aide complémentaire annulait votre subvention, dès l'instant que je n'en ai pas été informé, j'estime que votre retrait n'est pas fondé. Bon, l'affaire a été portée en justice, le tribunal administratif a donné raison aux chercheurs, la Cour d'appel a donné raison à l'INSERM et le Conseil d'État, dans un arrêt du mois de mai dernier, a tranché et a très clairement indiqué qu'un financeur n'a pas la possibilité de réclamer la restitution de la subvention en se prévalant du non-respect des conditions qui n'avaient pas encore été posées au moment où l'aide avait été accordée. Pour revenir donc à ce praticien, le fait que le financeur ait précisé dans un deuxième temps, c'est-à-dire après la conclusion de la subvention, que celle-ci était exclusive de toute aide, ne pouvait pas remettre en cause le versement initial dès l'instant que cette condition n'était pas connue à la date de la souscription de la convention de subvention. Deuxième arrêt de jurisprudence, qui est plutôt un arrêt qui ne concernera pas nécessairement tout le monde, mais vous savez que les personnels, notamment d'un certain nombre d'associations, ne peuvent pas percevoir de dons ou de libéralité des personnes pour lesquelles elles assurent la protection. C'est le cas, par exemple, des associations tutélaires ou des dirigeants bénévoles et volontaires salariés d'associations qui exploitent des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Eh bien, toutes ces personnes-là ne peuvent recevoir ni de libéralité ni de dons de la part des usagers, des personnes dont elles assurent la protection. Personnes vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées, par exemple. Cette interdiction a été précisée, d'ailleurs, a été, je dirais, censurée l'année dernière par le Conseil constitutionnel, s'agissant uniquement des structures d'aide à domicile. Le Conseil constitutionnel
a jugé que la mesure était disproportionnée par rapport aux objectifs initiaux. Et dorénavant, cette interdiction de recevoir des legs et des libéralités ne s'applique plus depuis quelque temps, pratiquement un an déjà, aux dirigeants bénévoles, volontaires ou salariés des associations qui exploitent des services d'aide à domicile, dont vous avez ici la liste, c'est-à-dire garde d'enfants, services aux personnes à domicile ou assistance aux personnes âgées. En revanche, l'interdiction demeure pour les structures qui sont visées sur la diapositive que vous avez sous les yeux, concernant notamment les structures ESSMS et les associations tutélaires. Je vais poursuivre par quelques mots concernant la facturation électronique. Alors, la facturation électronique est un dispositif qui va arriver à vitesse grand V. Vous allez voir, va concerner le plus grand nombre. Dispositif qui a été voté par le Parlement il y a quelque temps déjà, puisque le principe a été entériné par la loi de finances pour 2021, et un dispositif qui, avant tout, vise à lutter contre la fraude fiscale, notamment en matière de TVA, puisque vous le savez sans doute, la TVA est l'impôt qui rapporte le plus à l'État français, mais c'est également l'impôt sur lequel la fraude est la plus massive. Donc, dans ce contexte-là, les directives européennes invitent les États membres à mettre en œuvre des mesures qui visent à lutter contre cette fraude, et parmi les mesures, l'arsenal de mesures prévues par les directives européennes, figure la facturation électronique. Bon, facturation électronique, certains États européens ont déjà adopté ce dispositif, je pense à l'Italie en particulier, qui a adopté il y a quelques années ce dispositif de facturation électronique. Alors vous allez me dire, vous parlez de TVA et ça vise à lutter contre la fraude à la TVA, très bien, mais ma structure n'est pas assujettie à TVA et je ne vois pas en quoi je suis concerné. Alors, peut-être que vous ne serez pas concerné dans un certain nombre de cas, mais en tout état de cause, quand bien même votre structure n'émet pas ne génère pas de produits assujettis à TVA, je pense probablement que dans la grande majorité des cas, elle perçoit des factures de tiers, lorsque vous avez des factures de frais généraux ou d'achat, eh bien, vos fournisseurs ou vos tiers sont, je pense, dans la plupart des cas, assujettis à la TVA et vous délivrent des factures. Donc, c'est à ce titre-là que vous êtes concerné par le dispositif de facturation électronique. Alors, je précise également que ce que l'on entend par facture électronique, ce n'est pas la facture faussement électronique, si je puis dire. Entendons-nous bien ce qu'est une facture électronique. La facture électronique, ce n'est pas un mail que vous envoyez à votre client ou que vous recevez de votre fournisseur et un mail à laquelle est joint un PDF de la facture. La facture électronique, c'est bien un dispositif qui est un fichier émis par votre logiciel de facturation ou par le logiciel de facturation de votre fournisseur et qui comporte des informations qui sont, je dirais, codées et ordonnancées selon une logique prévue par un cahier des charges. Alors, pour ceux qui ont des salariés et qui émettent ce qu'on appelle les DSN, qui permettent de déclarer aux administrations sociales les rémunérations et les cotisations sociales qui leur sont dues, les logiciels de paye aujourd'hui génèrent un fichier de DSN qui est transmis aux organisations sociales, qui permet de communiquer aux organisations sociales à la fois les éléments concernant la rémunération des salariés, mais également l'ordre de prélèvement. Pour la facturation électronique, ça serait un petit peu pareil. Le logiciel de facturation émettra un fichier codé. Alors, une fois que l'on a défini ce qu'était la facture électronique, à quoi faut-il s'attendre à présent? Eh bien, il va falloir s'attendre à un déploiement qui vous est précisé par le calendrier que vous avez sous les yeux. Et vous voyez que cela ne concerne pas que les structures qui émettent des factures, mais ça concerne aussi les structures qui reçoivent des factures. Je pense qu'à ce titre-là, sauf pour celles et ceux qui sont fiscalisés, mais vous pouvez être concernés par ces obligations concernant la réception des factures électroniques. Et vous voyez que l'échéance arrive à la vitesse, je dirais, d'un cheval au galop. 1er juillet 2024, c'est à la fois dans 2 ans, mais c'est très proche, puisque vous serez tenu, au 1er juillet 2024, d'être
équipés de dispositifs qui vous permettront de recevoir de vos fournisseurs des factures électroniques. Pour celles et ceux qui sont concernés par l'émission des factures électroniques, eh bien, le calendrier s'étale entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2026, selon la taille de la structure. Je ne vais pas rentrer dans le détail des seuils pour ne pas vous abreuver de chiffres, mais enfin, sachez que eh bien, vous allez être probablement, à un titre ou à un autre, concerné par ce dispositif. Alors, je vais aller, pour gagner un petit peu de temps, rapidement vous expliquer comment ça fonctionne, mais sans rentrer dans les détails techniques et en étant simplement extrêmement succinct là-dessus. Concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, je me mets à la place du fournisseur. Le fournisseur vous envoie une facture. Cette facture ne va pas vous être envoyée directement de fournisseur à association ou à votre association. Elle va passer par une plateforme qui est soit publique, soit privée. Et la plateforme qui reçoit la facture du fournisseur, vous l'avez à gauche sur l'écran, va transférer cette facture à la plateforme que vous aurez retenue, qui est soit publique également, soit privée. Et ensuite, cette plateforme vous communiquera la facture électronique dans votre système d'information. Mais en même temps, cette facture, elle va vous parvenir, et c'est bien l'objet, mais elle sera également communiquée en temps réel à l'administration fiscale. C'est ainsi que l'administration fiscale sera en temps réel au courant de l'ensemble des factures émises par les entreprises en France. C'est à peu près 50 milliards de factures émises par an. Donc l'administration fiscale pourra beaucoup mieux cerner les enveloppes de TVA qui sont ainsi transmises dans le circuit économique. Alors, concrètement, et je vais en terminer là, quels sont les changements d'un point de vue concret pour vous? Je vois principalement 2 points d'attention sur lesquels, à mon avis, vos structures doivent être vigilantes. Bon, le premier point d'attention, c'est évidemment l'équipement, qui est un point technique, c'est-à-dire un équipement qui vous permettra de recevoir ces factures électroniques. Alors, nous y sommes, nous, chez Acteos, passés au 1er janvier de cette année. On a anticipé le passage à la facturation électronique. Concrètement, comment ça se présente? Vous recevez un mail de votre fournisseur qui vous dit que vous avez une facture électronique à votre disposition. Et je vous rassure, au-delà du fichier qui est communiqué, on envoie bien également un PDF qui vous permet quand même d'avoir de visu le montant de la facture. Mais à terme, évidemment, l'intérêt est de pouvoir intégrer ce fichier électronique dans votre logiciel comptable de façon à ce que vous évitiez bien de ressaisir cette facture et que celle-ci puisse être automatiquement comptabilisée. Ça, c'est la première conséquence, qui est une conséquence d'ordre, je dirais, plutôt technique. Et puis, une deuxième conséquence, je vous invite à être vigilant, ce sera évidemment les procédures de contrôle interne que vous mettrez dans vos associations et vos structures. Dès l'instant que si à terme tout se fait de façon entièrement dématérialisée, c'est-à-dire que la facture ira directement dans votre logiciel comptable, eh bien vous n'aurez plus cette capacité, je dirais, ou le papier, ou en tout cas le PDF que vous pourrez consulter pour valider, par exemple, le bien fondé de la facture et valider l'ordre de paiement. Donc, cela supposera de mettre en place, au fur et à mesure que cette facturation électronique sera déployée, des procédures de contrôle interne qui vont probablement changer par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Voilà pour cette facture électronique, en tout cas l'attention que je souhaitais porter à votre connaissance, puisque le premier, vous l'avez vu, 1er juillet 2024, ça va aller très vite. Alors les actualités fiscales, on va aller relativement vite, leur tournant. Bon, sur les actualités fiscales, je ne reviens pas sur, on en a déjà beaucoup dit quand on a abordé je dirais la loi du 24 août dernier, sur le contrôle de l'éligibilité aux dons ouvrant droit à un avantage fiscal pour le donateur, contrôle des reçus fiscaux ou l'obligation pour les entreprises de délivrer des reçus fiscaux. Tout ça, nous l'avons amplement abordé il y a un instant. Bon, quelques points fiscaux, quelques actualités fiscales. Je vais aller très très vite sur les seuils de taxes sur les salaires. Enfin, ça, vous trouverez l'information sur le site du ministère ou auprès de vos conseillers. Également, pour celles et ceux d'entre vous qui êtes concernés par une éventuelle application de la franchise des impôts commerciaux pour des activités lucratives accessoires, le seuil de la franchise a été légèrement rehaussé. Sur les avantages fiscaux, alors qui concernent
plutôt les donateurs que les associations qui reçoivent ou les structures qui reçoivent. Je rappelle simplement, si vous êtes concerné dans votre association, que certains dons ouvrent droit à des réductions d'impôts majorés. C'est le cas notamment des dons au profit d'organismes qui procèdent à la fourniture de repas ou de soins à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement. Eh bien, dans le cas de la crise sanitaire, le gouvernement avait, dès le mois d'avril ou mai 2020, augmenté l'enveloppe des dons éligibles à la réduction d'impôts majorés de 75% pour les personnes physiques. Cette enveloppe étant fixée pour les revenus, l'imposition des revenus 2020 était fixée à 1 000 €, eh bien, le législateur a prorogé ce dispositif dorénavant jusqu'en 2023. Dorénavant, tous les dons que vous faites auprès des structures qui fournissent des repas, fournissent du logement ou aident sur le plan des soins, eh bien, vous pourrez en bénéficier à hauteur de 75% dans la limite de 1 000 €, le surplus étant éligible à la réduction de 66%. Il en est de même pour les dons aux associations qui viennent en aide aux victimes de violences domestiques. Le seuil d'impôt majoré, de la réduction d'impôt majoré est fixé à 1 000 € depuis l'année 2020. Ce dispositif a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2022 et non pas 2023, simplement au 31 décembre 2022 en l'état actuel de la loi. Pour les associations cultuelles et les dons qui leur reviennent, la loi de finances rectificative pour 2021 avait porté le taux de la majoration de la réduction d'impôt à 75%. Eh bien, la loi de finances pour 2022 a prorogé le dispositif jusqu'au 31 décembre 2022, ce qui veut dire que les dons au profit des cultes effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 seront éligibles à la réduction majorée de 75%, mais non pas dans la limite de 1 000 € comme pour les associations que nous avons vues tout à l'heure, mais dans la limite de 562 € pour les dons réalisés en 2022. Voilà. Si vous êtes un fonds de dotation et concerné par l'actualité des fonds de dotation, un rescrit fiscal important a été publié au mois d'avril 2021. Que dit ce rescrit fiscal, c'est-à-dire cette position de l'administration fiscale? Eh bien, l'administration fiscale précise que pour les fonds de dotation qui financent à la fois des organismes d'intérêt général et des organismes qui ne sont pas d'intérêt général, eh bien, cela fait perdre au fonds de dotation la possibilité qu'il a à délivrer au profit de ses propres donateurs des reçus fiscaux. En clair, si vous êtes en présence d'un fonds de dotation redistributeur, il faut que l'intégralité des dons que vous reversez à vos organismes soit d'intérêt général. On relèvera également au champ des actualités fiscales une légalisation d'une doctrine administrative par la loi de finances pour 2021. J'attire votre attention sur dorénavant le fait que les organismes reconnus d'utilité publique dont les ressources sont affectées à l'assistance, à la bienfaisance, à la défense de l'environnement naturel, à la protection des animaux, ainsi, et c'est le point important également, que les associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d'assistance et de bienfaisance, eh bien, ces structures-là n'ont pas besoin d'être reconnues d'utilité publique pour percevoir en exonération de droits des legs et des donations. C'est un point important puisque cela élargit la possibilité pour ces structures-là de percevoir en franchise de droits de mutation des legs et des donations. Alors, juste un petit cas pour illustrer ce qu'est un but exclusif d'assistance et de bienfaisance. Il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Rennes de septembre dernier qui a apporté un éclairage sur les notions d'assistance et de bienfaisance au travers d'une association qui exploite un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, un EHPAD, et au travers de l'analyse que l'on a fait la Cour d'appel de Rennes, eh bien celle-ci a pu conclure que l'association exploitant cet EHPAD ne relevait pas d'un but exclusif d'assistance et de bienfaisance au motif que l'ensemble des résidents de l'EHPAD
eh bien, n'étaient pas éligibles à l'aide sociale. Donc, ce qu'il faut bien en retenir en réalité, que revêt un caractère d'assistance et de bienfaisance une structure qui vise à secourir sans but lucratif des personnes dépourvues de ressources, notamment celles qui bénéficient d'aide sociale. En clair, dans cette affaire, qui est un cas particulier, mais qui illustre bien nos propos, l'EHPAD ou l'association qui gère cette EHPAD avait bien un but d'assistance, qui n'était pas contesté, par contre, n'avait pas un but de bienfaisance dès l'instant que vous l'avez sous les yeux, sur les 80 pensionnaires résidant dans l'établissement, seuls 26 bénéficiaient de l'aide sociale et la Cour d'appel en a conclu eh bien, que l'association ne poursuivait pas à ce titre un but, certes un but d'assistance, mais pas un but de bienfaisance qui est lié, vous l'avez compris, à un seuil ou à une notion de ressources de la personne bénéficiaire des services de l'association ou de la structure. Je terminerai, j'en ai pour 2 minutes pour essayer de terminer, si possible à l'heure, par 2-3 informations en matière sociale. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit en introduction, je n'ai pas la prétention de balayer l'ensemble de l'actualité sociale, tant ce domaine est extrêmement riche. Je voudrais juste attirer votre attention sur 2 points de vigilance, 2-3 points de vigilance. Bon, un premier point qui est un focus sur le pouvoir de licencier dans les associations. Pourquoi? Eh bien parce que la Cour de cassation est en train de bâtir une jurisprudence extrêmement rigoureuse en la matière. Sur les 2 dernières années, ce ne sont pas moins 3 décisions de la Cour de cassation qui ont été rendues à ce propos, puisque le risque, si on ne respecte pas les principes posés par la Cour de cassation, eh bien, le risque en cas de signature des documents entrant dans le cadre d'un licenciement, eh bien, c'est de ne pas respecter ces conditions, enfin, en tout cas cette jurisprudence, et par conséquent de se voir reprocher un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les conséquences financières peuvent être assez lourdes pour l'association. Alors, quels sont les points de vigilance en matière, je dirais, de rupture du contrat de travail et notamment de licenciement? 2 points de vigilance que je souhaitais juste attirer à votre attention. Je ne creuserai pas volontairement le sujet par manque de temps. Premier point de vigilance, c'est la rédaction des statuts. Et deuxième point de vigilance, c'est l'éventuelle condition de délégation de pouvoir. Premier point de vigilance, c'est la rédaction des statuts, puisqu'avant de se lancer dans un licenciement, je vous invite, si vous avez malheureusement à procéder à un licenciement, à bien prendre connaissance de vos statuts pour surtout bien identifier la personne qui a le pouvoir de licencier. En effet, nous rappelle de façon constante la Cour de cassation, si le licenciement est prononcé par une personne qui n'a pas le pouvoir de licencier, eh bien, il est dénué de cause réelle et sérieuse. Le salarié, de ce fait-là, subit nécessairement un préjudice. Il doit par conséquent être indemnisé avec des conséquences financières parfois lourdes pour l'association. Donc, c'est de bien identifier dans les statuts l'organe qui a pouvoir de licencier. Donc, chaque statut d'association étant particulier, je ne peux évidemment pas vous donner un canevas ou des conditions de portée générale. Je ne peux simplement que vous inviter à bien respecter vos dispositions statutaires. La Cour de cassation précise qu'en cas de silence des statuts ou sauf disposition attribuant la compétence de licencier notre organe, en principe, dit la Cour de cassation, le pouvoir de licencier appartient au président. Donc, si vous avez des statuts qui sont imprécis, qui sont ambigus, ou qui peuvent éventuellement générer un contentieux à l'occasion d'un licenciement, eh bien, je ne peux que vous inviter à faire une revue de ces statuts et avec vos conseils à bien les amender et à les rédiger de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en la matière. Ça, c'était le premier point de vigilance. Et puis, vous savez que dans des associations parfois importantes, il n'est pas rare que les organes de gouvernance, et notamment le président, eh bien, délèguent ses pouvoirs, par exemple, à une directrice ou un directeur. Donc, le deuxième point de vigilance, qui là aussi est très encadré par la jurisprudence et les magistrats de la Cour de cassation,
Ce sont les conditions dans lesquelles le pouvoir de licencier est délégué à un salarié de l'association. Donc là aussi, je vous invite à être extrêmement vigilant en la matière, sachant que le principe de la délégation de pouvoir doit être prévu à l'origine dans les statuts. Et ensuite, il convient d'être extrêmement vigilant quant à la validité de la délégation de pouvoir que vous aurez, en tant que président ou présidente, accordée à un salarié de votre association. Je n'en dirai pas plus, on tombe dans le cas général de la validité des délégations de pouvoir, notamment une délégation qui doit être expresse et précise. Voilà. Je vais relativement vite, c'était juste d'attirer votre attention là-dessus et je vous renvoie à vos propres statuts et à vos conseils si vous souhaitez clarifier ou sécuriser ce point-là. Je terminerai par 2 slides sur une actualité jurisprudentielle ciblée. Un point d'attention sur les temps partiels. Alors, temps partiel mensualisé, point d'attention, pourquoi? Parce qu'il est assez fréquent que dans vos associations, on rencontre des salariés à temps partiel. Et là, nous avons une décision assez récente de la Cour de cassation, de septembre 2021, qui est assez sévère, mais qui est pourtant l'application du droit, qui a été prise dans le cadre d'un salarié qui était embauché dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel mensualisé. Et ce contrat de travail prévoyait une charge de travail à raison de 50 heures de travail sur le mois. Et ce volume d'heures n'était pas nécessairement réparti de façon strictement identique sur les 4 semaines du mois. Et certaines semaines, eh bien, le salarié était amené à faire un certain nombre d'heures, peut-être plus importantes certaines semaines, un peu moins importantes les semaines suivantes. Toujours est-il qu'on avait une enveloppe de 50 heures sur le mois. Eh bien, ce salarié, sur une semaine donnée, a réalisé, comme cela vous est indiqué, 36h75, c'est-à-dire 1h75 de plus que la durée légale du travail de 35 heures. Eh bien, à la suite d'un désaccord avec son employeur, le salarié a porté l'affaire devant les juges. Cette affaire est remontée devant les magistrats de la Cour de cassation, qui nous a rappelé avec force bien, que la durée du travail s'appréciait bien à la semaine. On décomptait toujours la durée du travail sur un temps hebdomadaire et qu'à partir du moment où un salarié sur une semaine donnée, même si c'était exceptionnel et isolé, dépassait le temps complet de 35 heures par semaine, eh bien, le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, avec toutes les conséquences financières qui vont derrière. Donc, soyez très vigilants dans vos structures sur ces fameux temps partiels mensualisés. Et puis, un point peut-être un peu plus d'espèce, un petit peu plus rare que vous rencontrerez, c'est en cas de sanctions disciplinaires, de porter un point de vigilance sur le fait, le cas échéant, d'organiser préalablement à la sanction un entretien préalable. Alors, pour faire simple et très court, distingue souvent 2 catégories de sanctions vis-à-vis des salariés, très schématique. Les sanctions légères, je dirais, et les sanctions un petit peu plus lourdes. Cette dernière catégorie, souvent, ces sanctions lourdes ont une conséquence sur la présence du salarié dans l'entreprise. Ce n'est pas le cas, a priori, des sanctions légères, comme peut l'être, par exemple, un blâme ou un avertissement. Et donc, la loi impose pour les sanctions dites lourdes la tenue d'un entretien préalable. Or, le diable étant, si je puis dire, dans les détails, il se trouve que certaines conventions collectives subordonnent, avant la mise en œuvre d'une procédure de licenciement, eh bien, l'existence de 2 sanctions antérieures. Très bien, pour un salarié donné, lui faire une lettre d'observation, un rappel à un blâme, et puis, si véritablement il récidive, eh bien, prononcer ensuite un licenciement. Mais certaines conventions ne permettent pas de licencier un salarié si nous n'avons pas eu un certain nombre de sanctions au préalable. C'est le cas de la convention collective des établissements sociaux et médico-sociaux du 15 mars 1966. Bien, dans ce cas-là, que se passait-il? Simplement, l'employeur avait, je dirais, licencié le salarié et avait bien notifié, conformément à la convention, 2 sanctions légères préalablement à ce licenciement. L'erreur qu'a commise l'employeur est la suivante.
autant pour la prononcée du licenciement, il avait bien reçu le salarié préalablement à un entretien, ce qui était conforme au texte législatif, mais pour les 2 sanctions antérieures dites légères, il n'avait pas organisé cet entretien préalable, à tort, nous dit la Cour de cassation, puisque dès l'instant qu'une sanction prononcée, même légère, peut avoir à terme une incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, l'employeur aurait dû organiser, avant ces 2 sanctions légères, un entretien préalable. Voilà la faute de l'employeur. Et dans ce cas-là, la Cour de cassation a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation. Alors, il est 10h30 passé, je suis désolé d'avoir un peu mordu sur le timing. Est-ce que, pour terminer, il y aurait 2-3 questions, si vous voulez bien, avant de nous quitter? Alors, il y a Jacques de EFA qui nous a dit que c'est 1,75 heures sur la semaine et pas le mois. C'était il y a 2 minutes, je crois, vous évoquiez ça et qui posait la question. Donc, ça, ce n'était pas une question, c'était une éventuelle… Ah oui, alors, oui, effectivement, c'est bien vu. Il faut lire dans ce diaporama sur la semaine, oui, c'est une petite coquille, effectivement. D'accord. Donc, c'est bien le dépassement. Alors oui, je l'ai précisé à l'oral, mais sur le support, oui, bien vu, 1,75 heures complémentaires sur la semaine. Je suis tout à fait d'accord avec notre auditeur. Ok, merci. Alors, je vais reprendre les questions qui sont il y en a une petite dizaine, je crois, qu'on va pouvoir traiter. Toute association peut-elle délivrer des reçus fiscaux? Alors, une association ne peut délivrer des reçus fiscaux que si elle est d'intérêt général. Alors, la notion d'intérêt général, c'est une notion qui est une notion, en l'occurrence, fiscale, qui résulte je dirais, du respect de 4 critères. Alors, je vais juste les énumérer sans rentrer dans le détail. Pour être d'intérêt général et donc délivrer des reçus fiscaux, il faut d'abord exercer une activité dont le champ est précisé par la loi fiscale. Ce sont 2 articles du Code général des impôts, les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. Il faut exercer une œuvre d'intérêt social, philanthropique, sportif, familial, culturel. Enfin, il y a toute une liste qui est prévue par ces articles du Code général des impôts. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est d'avoir une gestion désintéressée, c'est-à-dire absence de rémunération des dirigeants des associations. Troisième condition, c'est de ne pas exercer d'activité lucrative. Et enfin, quatrième condition, de ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes, qui sont des conditions posées par l'administration fiscale pour pouvoir émettre effectivement des reçus fiscaux. Alors, ces conditions-là, oui, je termine. Une association peut s'autoproclamer d'intérêt général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorisation à demander ou je dirais, une déclaration à faire. Vous pouvez vous autoproclamer d'intérêt général. Il faut évidemment être sûr de son coût, puisqu'en cas de contrôle fiscal, l'administration peut éventuellement ne pas partager votre avis. Voilà. Et pour vous sécuriser, vous avez la possibilité de procéder à ce qu'on appelle un rescrit fiscal, c'est-à-dire d'interroger dans le giron de votre direction des finances publiques territoriales le correspondant association qui répondra à la vue d'un questionnaire que vous lui soumettrez, qui vous répondra à la question, à savoir si vous êtes ou non d'intérêt général. D'accord, merci. Les reçus fiscaux pour les mécènes doivent donc maintenant être communiqués systématiquement et non plus sur demande? Les reçus fiscaux… Alors, pour les mécènes. Oui, le nombre de reçus fiscaux et le montant de ces reçus fiscaux, oui, devra être spontanément déclaré par les bénéficiaires des dons, enfin, des mécènes, et éventuellement pourront être contrôlés dans le cadre des 2 dispositifs que nous avons de contrôle fiscal par l'administration. Okay. Faut-il déclarer le mécénat de compétences auprès de l'entreprise qui opère l'accompagnement ou de l'administration fiscale? Alors, le mécénat de compétences suppose que vous avez bien compris qu'il faut, pour toute forme de mécénat, qu'il soit de compétences en numéraire ou en nature, émettre un reçu fiscal au profit de
du mécène. Pour autant, faut-il que dans le cadre d'un mécénat de compétences, l'entreprise vous communique les valeurs apportées sur le reçu fiscal, puisque dit mécénat de compétences dit valorisation d'un temps de travail, d'un salarié notamment. Donc l'entreprise vous communique ces données-là, que vous reporterez sur le reçu fiscal, que vous communiquerez donc à l'entreprise, et vous-même, au travers de cette nouvelle obligation déclarative, vous communiquerez bien à l'administration fiscale le montant de ce mécénat. Merci. Où doit-on faire la publicité des comptes de l'association? Sur le site de la DILA, la Direction de l'information légale et administrative, tapez sur Google « Journal officiel des associations ». C'est une formalité. Alors, c'est très simple à faire. Hein. Il faut que vous créez, vous allez vous créer un compte, et ça, c'est extrêmement simple. Et cela va très vite, puisqu'une fois que vous avez le compte créé, il suffit juste de faire glisser un document PDF que vous allez déposer sur le site, qui comporte, document PDF qui comporte les comptes des associations et éventuellement le rapport de votre commissaire aux comptes. Vous allez le déposer sur le site, par un copier-coller, ou glisser sur le site, et la formalité est gratuite. Donc, une fois qu'on a créé son compte, montre en main, c'est 3 minutes. D'accord. Alors, c'est peut-être un peu plus enfin, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Lorsque le dépassement du seuil des 153 000 € porte sur l'exercice 2021, la mission du commissaire aux comptes portera à partir de 2021 ou 2022? 2021. Parfait. C'est l'année du dépassement du seuil qui consacre l'entrée en fonction du commissaire aux comptes dans ce cas précis de perception de subvention. D'accord. Une remarque, alors ce n'est pas une question, c'est à ma connaissance, le FSE n'est pas une subvention, mais un remboursement de dépenses. Ça... Ah, ce sont les fonds européens. Ce sont des fonds européens. C'est comme les aides FEDER. Les aides FEDER aussi peuvent être assimilées à des remboursements de dépenses. Pour autant, nous pensons que cette qualification, que ces financements reçoivent la qualification de subvention. Ok. Est-ce que cela, vous avez déjà un peu en partie répondu, est-ce que cela suffit de publier ces comptes sur notre site internet? Alors, s'il s'agit d'un syndicat professionnel, oui, s'il ne dépasse pas un certain seuil de ressources. C'est une fondation la fondation de la paralysie cérébrale qui nous pose la question. Non, il faut le publier, à mon sens, sur Alors, il y a des dérogations pour les syndicats, mais il faudra bien le vérifier. Mais à mon avis, la publication sur le site ne me paraît pas, à vérifier quand même, je parle au conditionnel, mais ne me paraît pas suffire. Je pense qu'il faut aller le déposer sur le site des journaux officiels, le site des journaux officiels. D'accord. À partir de quel montant de ressources une association est soumise à des obligations fiscales? Bon, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de dispositifs. Donc là, je ne répondrai pas à cette question parce qu'il y a plusieurs sources. Non, mais il y a plusieurs sources. Et je ne veux pas répondre La question est assez complexe. Voilà. Donc, désolé pour celui qui a posé la question. Ça nécessite de mieux connaître l'activité de l'association. Il y a une autre, on a pratiquement terminé, Sébastien. Quels sont les critères, seuils déclenchant la certification des comptes et plus particulièrement, quelles subventions entrent en compte? C'est peut-être aussi un peu détaillé cette question. Alors, les critères qui déclenchent le contrôle par un commissaire aux comptes, c'est ça? Oui. C'est la perception d'une ou plusieurs subventions, mais uniquement numéraires, dont le montant dépasse 153 000 €. D'accord. Là, il y a une question qui renvoie à une position d'un commissaire aux comptes, donc on ne peut pas répondre. Enfin, je pense que vous n'allez pas vous positionner par rapport au commissaire aux comptes d'une association, donc je préfère la sauter. Peut-on être membre du bureau en tant que secrétaire et prestataire via un statut auto-entrepreneur? Un peu pointu. Alors, vous ne pouvez pas être à la fois membre du bureau et salarié de l'association. Ce n'est pas la question, j'ai bien compris. En tant qu'auto-entrepreneur, ce n'est pas strictement incompatible, si ce n'est que si l'auto-entreprise rend des prestations à l'association et qu'il y a un lien contractuel entre l'association et l'auto-entreprise, il faut être extrêmement vigilant. En tout cas, c'est un point d'attention qui sera particulièrement surveillé par l'administration fiscale pour éviter
la requalification et la gestion non désintéressée. Il faudra simplement s'assurer que la prestation je dirais, accomplie dans le cadre de l'auto-entreprise se fasse dans des conditions normales de marché et soit la rétribution d'un travail réel ou d'une livraison réelle. Donc, il n'y a pas d'interdiction formelle, mais c'est un point d'un peu dangereux quand même. Donc là aussi, je fais une réponse un peu de portée générale, il faudrait que je connaisse le cas d'espèce pour répondre plus précisément. Et là, c'est en tout cas un point assez sensible. Concernant les dons en nature, doit-on les déclarer et comment les valoriser? Un peu pointu là aussi peut-être. Alors, les dons en nature, il y a plusieurs modalités de déclaration des dons en nature qui sont précisées par dans le bulletin officiel des finances publiques. Ce serait beaucoup trop long de les détailler là, je suis désolé, mais selon que le don est une immobilisation pour l'entreprise donatrice, ce sera un prix de vente, si c'est un stock, ce sera un prix de revient, enfin voilà. En fonction de la nature du bien, on a des modalités différentes. OK. Quand le président ne se sent pas capable, on arrive au bout, de licencier, peut-il donner délégation à quelqu'un du bureau ou du CA? Alors, oui, il faut simplement s'assurer que, c'est ce que l'on disait, que la délégation de pouvoir soit, que le principe soit acté dans les statuts, que les modalités soient très précisées, notamment quant à la validité de cette délégation de pouvoir. Donc là, dans ce cas-là, j'invite l'association concernée à s'entourer de la plus grande prudence. Et si jamais il y avait un doute, surtout dans le cadre d'un licenciement qui peut être potentiellement coureur de risque, de s'entourer d'un spécialiste en la matière. Alors, quelles sont les associations qui peuvent rentrer dans le cadre des associations de bienfaisance? Alors, il n'y a pas de liste, en fait. Je n'ai pas de liste établie là. La question est très vague. Il faudrait s'en remettre à des décisions de jurisprudence. Donc, je n'en ai donné qu'une, effectivement, concernant un EHPAD. Mais si je reprends l'exemple de l'EHPAD, un EHPAD peut être une association de bienfaisance, mais à condition que les bénéficiaires soient quasiment tous éligibles à l'aide sociale. Donc, donner une liste sans connaître le cas d'espèce, c'est compliqué là aussi. D'accord. Bon, et alors la dernière, enfin, voilà, c'est pouvons-nous recevoir le texte de cette formation, enfin de ce webinaire, car je n'ai pas eu le temps de prendre assez de notes. C'est une très bonne conclusion. On vous enverra effectivement le texte de la formation auquel vous pourrez vous reporter. Parfait. Écoutez, Sébastien. Puis, merci à toutes et à tous. N'oubliez, alors il y aura un questionnaire de satisfaction qui vous sera adressé. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour le renseigner, ce qui nous permettra, le cas échéant, de prendre en compte vos remarques pour l'avenir. Parfait. Voilà. Sébastien, merci beaucoup. Marie-Claude, tu veux peut-être faire la conclusion, puisque tu es quand même à l'origine de ce webinaire. Et en conclusion, merci beaucoup Sébastien, c'était intéressant. Je pense que ce sont des points d'alerte qui peuvent concerner de nombreuses associations. Et c'est toujours, enfin, j'ai envie de dire, pour conclure, un homme averti en vaut deux. Donc, c'est une bonne chose pour la bonne continuation de toutes vos associations. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.